À la une de l'actualité, conflit dans l'est de la RDC après l'annulation du sommet de Luanda. Kinshasa prend la communauté internationale à témoin. La chef de la diplomatie congolaise a organisé une rencontre avec les ambassadeurs en poste à Kinshasa afin d'expliquer la position de son pays après l'échec d'une réunion qui était très attendue. Dans ce journal également, l'Union européenne accentue la pression sur les responsables de la guerre au Soudan. Bruxelles a ajouté les noms de 4 nouveaux individus à sa liste de personnes placées sous sanction tenues pour responsables d'activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan. Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. À la suite de l'annulation du sommet qui aurait dû avoir lieu dimanche 15 décembre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame en Angola pour tenter de trouver une issue à la guerre qui ravage l'est de la RDC, la chef de la diplomatie congolaise a organisé une rencontre avec les ambassadeurs ce lundi 16 décembre en poste à Kinshasa. L'objectif leur expliquer la position de son pays après l'échec d'une réunion qui était très attendue. Après l'échec du sommet prévu entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, a réuni plusieurs diplomates à Kinshasa pour exposer la position de la RDC. Elle a dénoncé la condition posée par Luanda d'un dialogue direct avec le M23 jugé inacceptable par Kinshasa. Selon elle, la RDC n'avait pas accepté cette proposition contrairement aux informations rwandaises. Thérèse Wagner a renouvelé la demande des sanctions économiques contre Kigali et ses responsables évoquant également l'alternative du processus de Nairobi pour résoudre la crise au Kivu. Selon l'expert Martin Ziakaou, l'intégration du M23 dans ce cadre reste possible à condition de le redynamiser. L'Union européenne accentue la pression sur les responsables de la guerre au Soudan. Ce lundi 16 décembre, Bruxelles a ajouté les noms de 4 nouveaux individus à la liste des personnes placées sous sanction tenues pour responsables d'activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan. Ils ont fait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire européen, d'un gel de leurs avoirs et d'une interdiction de leur fournir des fonds. Le plus connu des 4 nouveaux responsables soudanais placés sous sanction de l'Union européenne s'appelle Salah Gauche. Ancien directeur des services de renseignement et de sécurité sous la présidence d'Omar el-Béchir, il s'agit d'une figure de premier plan qui compte parmi les éléments les plus durs de l'ancien régime. Si ses apparitions publiques sont rares, Salah Gauche, qui fait déjà l'objet de sanctions américaines depuis 1 an, reste active et est considéré comme le cerveau de nombreuses opérations menées par les forces armées soudanaises. Parmi les autres individus dans le collimateur de l'UE figure d'abord Mohamed Ali Ahmed Subir, un commandant de haut rang de l'armée soudanaise qui est aussi directeur du renseignement militaire. Comme Salah Gauche, lui aussi est accusé d'avoir participé à l'élaboration d'actions conduites par les hommes du général Abdel Fattah el-Burhan. Viennent ensuite 2 responsables des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti. Vice-gouverneur du province du Darfour au début de la guerre, Tidiane Karchoum est notamment accusé d'avoir participé à l'attaque de la ville d'El Geneina, la capitale du Darfour occidental, en juin 2023, dans laquelle des centaines de civils de la tribu Massali ont été massacrés. Enfin, le général Ousmane Mohamed Hamid est quant à lui le chef des opérations des FSR depuis le début de la guerre en avril 2023. Ces nouvelles sanctions de l'UE portent à 10 le nombre de Soudanais placés sous sanctions européennes pour leur rôle dans le conflit au Soudan. La liste comprend également 6 entités. Autre chose, un sommet extraordinaire de la CEMAC s'est tenu lundi 16 décembre à Yaoundé, au Cameroun, consacré à la délicate situation économique dans laquelle se trouve la région, dont la croissance a chuté de 3,3% à 2,3% entre 2022 et 2023. Il a rassemblé les dirigeants des 6 États membres de l'organisation autour du président camerounais Paul Biya. Tous sont convenus que l'heure était à des réformes urgentes et concertées pour éviter une crise économique et financière.
L'alerte sur l'état critique des économies de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC, a été donnée dès l'entame des travaux par le président camerounais Paul Biya qui accueillait ces assises. Si rien n'est fait selon diverses expertises, nous pourrions faire face à des conséquences désastreuses à la fois pour nos pays et pour notre sous-région, a-t-il notamment déclaré. Si les risques sont connus, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, également président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, n'a cependant pas manqué de le rappeler. Les résultats constatés dans la mise en œuvre globale de notre stratégie sous-régionale de relance économique nous exposent à la persistance des tensions inflationnistes, à la faible consolidation des finances publiques et à la dépréciation des réserves de change, a énuméré celui-ci. À la clôture de la réunion, le président Paul Biya a repris la parole pour exhorter ses pairs, mettre résolument en œuvre les recommandations du sommet de toute évidence. Ces assises ne pourront produire les résultats escomptés que si elles sont suivies d'actes concrets, a poursuivi le président camerounais. Invité à la table des discussions, Abebe Selassie, le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, s'est quant à lui félicité de ce qu'il a pu entendre au cours de cette journée. Nous sommes encouragés par l'initiative prise par ces pays de se rencontrer et par le fait qu'ils se soient mis d'accord sur la marche à suivre. Maintenant, nous allons voir comment chacun d'entre eux va implémenter les mesures annoncées et nous nous tenons prêts à leur apporter un soutien technique et financier afin de les épauler, a-t-il réagi. Et puis Donald Trump a perdu lundi une manche dans sa bataille pour faire annuler son unique condamnation pénale pour paiement dissimulé à l'actrice de film X Stormy Daniels. Le juge de New York rejetant son recours sur la base de l'immunité présidentielle. Les avocats de Donald Trump invoquaient la présomption d'immunité pénale reconnue le 1er juillet au président des États-Unis par la Cour suprême pour demander l'annulation du jugement rendu contre lui le 30 mai. Il faisait valoir qu'une partie des preuves et témoignages à charge n'auraient pas dû être présentés au procès car relevant de ses actes officiels en vertu de ce arrêt ultérieur. Mais le juge Juan Merchan conclut dans sa décision que les actes visés n'avaient aucun caractère officiel et n'étaient donc pas couverts par l'immunité présidentielle. Il ajoute que même si des éléments à charge ont été utilisés à tort, cela n'a pas pesé face aux preuves écrasantes de culpabilité de l'accusé. Donald Trump a été reconnu coupable dans cette affaire de falsification comptable aggravée pour dissimuler un complot visant à pervertir l'élection de 2016, mais le prononcé de sa peine a été reporté à plusieurs reprises. À la suite de sa victoire au scrutin du 5 novembre, ses avocats ont présenté un nouveau recours invoquant son statut de président élu incompatible selon eux avec le verdict. Le juge Merchan a sollicité au début du mois les arguments des deux parties à ce sujet, mais n'a pas encore statué sur ce recours. L'accusation s'oppose à une annulation pure et simple, mais se dit disposée à des arrangements pour que la procédure pénale ne pèse pas sur la seconde présidence Trump. Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a ainsi proposé au juge de ne pas condamner Donald Trump à une peine d'incarcération ou que la procédure soit suspendue durant le mandat présidentiel de 4 ans, soit jusqu'en janvier 2029. Sport à présent, Ademola Lookman, l'attaquant nigérian de l'Atlanta Bergame, succède à son compatriote Victor Osimhen au palmarès du joueur africain de l'année. La Mozambicaine Barbara Banda a décroché le titre chez les femmes et l'Ivoirien Emer Sefa a été sacré meilleur entraîneur africain. Le Guinéen Serhou Kirachi l'a rêvé, le Marocain Ashraf Hakim l'a espéré, mais c'est bien le Nigérien Ademola Lookman qui a décroché le plus prestigieux titre individuel du football africain ce lundi 16 décembre. Au cours d'une cérémonie des CAF Awards organisée à Marrakech, le Super Aigle a conservé le titre pour le Nigeria. Un an après le sacre de son compatriote Victor Osimhen, l'attaquant né à Londres a connu une année 2024 exceptionnelle avec la finale de la CAN 2024. Mais son triplé historique lors de la finale de la Ligue Europa a certainement marqué les esprits et des points pour lui. Au-delà de ses belles performances, le Nigérian a su rester constant et devenir enfin un joueur clé pour son club, l'Atalanta, leader de la Serie A, et sa sélection.
Ademola Lookman aurait pu être inquiété par le Guinéen, exceptionnel buteur avec Stuttgart puis à Dortmund et le Sili national. Mais l'ancien joueur de Rennes n'a rien apporté avec ses équipes cette année. Il paie même la non-qualification de la Guinée à la CAN 2025, après une édition 2024 qu'il a disputée sur un pied à cause d'une blessure. Chez lui, le Marocain Achraf Hakimi aurait fait un beau lauréat, mais le titre de champion de France avec le PSG et à la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris avec le Maroc n'aurait pas suffi pour barrer la route à Lookman. Pour Emers Faye, 4 matchs de folie et une Coupe d'Afrique remportée à Abidjan ont suffi pour rafler le titre d'entraîneur de l'année. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, a logiquement pris le titre d'équipe masculine de l'année, mais n'a pas fait le triplé malgré 2 joueurs, Karim Konaté et Oumar Diakité, en lice pour devenir les meilleurs jeunes. Le Sénégal de Manoko Lamine Camara a en effet conservé son titre. Romain Williams, de son côté, a réussi le doublé en marquant le titre de meilleur gardien et celui de meilleur joueur évoluant en Afrique. Le portier sud-africain était également en course pour le trophée de joueur de l'année. Mais paradoxalement, le pensionnaire de Mamelodi ne fait pas partie de l'équipe type de la CAF, votée par les syndicats des joueurs FIFPro Africa qui ont préféré le Camerounais André Onana. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtres pour vivre l'actualité en continu.